Mais d'abord, à 10h30, l'essentiel de l'info avec vous, Sandra. Christophe Castaner ne démissionne pas, ce n'est pas le propos, a dit ce matin le ministre de l'Intérieur. Il est au cœur d'une tempête politique, 4 jours après l'attaque de la préfecture de police de Paris, qui a fait 4 morts et un blessé grave. Une partie de la droite et de l'extrême droite réclame sa démission. Ce matin, chez nos collègues de France Inter, il modère les propos de l'opposition. C'est un dysfonctionnement d'État. Un scandale d'État, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est effectivement un dysfonctionnement d'État. Et je vous le dis, si des informations qui n'ont pas été communiquées en juillet 2015 auraient permis de sauver la vie de ces 4 personnes, c'est d'abord un drame personnel. Et je pense aussi aux familles avec qui je suis en contact depuis jeudi, que je recevrai tout à l'heure. Je pense à l'émotion au sein de la préfecture de police. Je préfère éviter les procès politiques et les grandes phrases politiques. Aujourd'hui, c'est la police, ce sont ces familles qui ont besoin d'aide et c'est notre système qui doit être amélioré. C'est ce que nous faisons constamment depuis 2017. Et l'enquête avance. Par ailleurs, le profil et les motivations de Mickaël Harpon sont au cœur du travail des enquêteurs. Ces derniers cherchent notamment à savoir quand l'assaillant s'est radicalisé. Depuis hier, le ministère de l'Intérieur affirme qu'aucun signalement de cette situation n'a jamais été fait par écrit. Les explications d'Adélaïde Mangin. En 2015, plusieurs des collègues de l'assaillant de la tuerie survenu jeudi dernier, Mickaël Harpon, évoquent des signes de radicalisation. C'est ce qu'indique un rapport de 4 pages signé par la patronne de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. L'un d'entre eux déclare ainsi avoir eu une vive querelle avec l'intéressé en 2015 à la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo. Monsieur Harpon ayant déclaré « c'est bien fait ». Ses collègues indiquent également avoir constaté un changement de comportement avec les femmes, mais ces signaux, s'ils ont fait l'objet de discussions informelles au cours de l'été 2015, n'ont jamais été retranscrits dans un rapport écrit. On leur a proposé de le confirmer par écrit, ils n'ont pas souhaité le faire et ils n'ont pas, je ne sais pas, leurs dépositions seront déterminantes. Une situation qui interroge, selon certains spécialistes. On met ça sous le tapis et puis on n'en parle pas de façon à ce que son service ne soit pas taxé d'être mal tenu ou mal géré ou mal contrôlé. Il y a des réticences parce que il y a le côté bon, je vais dénoncer un collègue, en plus bon, il est musulman, donc je vais être traité d'islamophobe, etc. Donc il y a tout une chape de plomb qui pèse sur à peu près tous les fonctionnaires. La directrice du renseignement l'assure, ces éléments n'ont été portés à sa connaissance qu'après la tuerie de jeudi dernier. Jusque-là, aucune difficulté particulière ne lui avait été rapportée. 10h35, c'est un rapport qui sème le trouble, un rapport interne lié à une tuerie, celle perpétrée jeudi à la préfecture de police de Paris. Selon ce rapport, l'assaillant aurait montré des signes de radicalisation, signaux restés lettres mortes. Comment est-ce possible? Pour en parler dans un instant avec nous, Denis Jacob, qui est secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Juste avant, Mélanie Vécu, avec vous, on va revenir sur ce que dit précisément ce rapport. Alors ce rapport, il nous indique plusieurs choses. D'abord, la directrice de la DRPP, selon elle, Mickaël Harpon était bien noté, bien intégré dans son équipe, écrit-elle. Il prenait même le café avec ses collègues. Sauf que depuis les faits qui se sont déroulés jeudi dernier, cette directrice a appris plusieurs choses. Ça se passe en 2015. On est après les attentats de Charlie Hebdo. Mickaël Harpon va avoir une altercation avec certains de ses collègues à propos des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Il leur a dit c'est bien fait. Ce collègue de travail, lui va voir la personne qui est en charge de la radicalisation à la préfecture de police de Paris. Il lui raconte cela. Il lui dit également qu'il s'est converti à l'islam et qu'il ne serre plus la main aux femmes. Une autre personne va être mise au courant, c'est le chef de section de ce même collègue et lui va tout simplement dire qu'il gère le dossier. Depuis cette date, rien d'autre n'a été signalé, aucune autre alerte, aucun comportement suspect. Le problème, c'est que tout cela, rien de tout cela ne figure dans le dossier administratif de Mickaël Harpon. Vous restez avec nous, Mélanie, parce que la compagne de l'assaillant a été entendue dans le cadre d'un régime de garde à vue. Elle a été libérée. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Bonjour Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. C'est un dysfonctionnement d'État, ce qu'il s'est passé à la préfecture de police de Paris?
Alors effectivement, c'est un dysfonctionnement et vous savez, nous sommes toujours bien évidemment et malheureusement sous le coup du choc et de l'émotion et je n'accepte pas, enfin mes collègues non plus, n'acceptent pas que l'on puisse sous-entendre que ce qui s'est passé jeudi serait la faute de certains de nos collègues au prétexte qu'ils n'auraient pas souhaité rendre compte par écrit de l'incident qui s'est passé en 2015 suite aux attentats de Charlie Hebdo. Je pense que les déclarations de mes collègues nécessitaient un peu plus d'attention des autorités de l'époque et que quand bien même ils ne l'ont pas signalé par rapport, c'était suffisamment grave pour que ce soit pris en compte et que les autorités se saisissent d'elles-mêmes de ce problème pour essayer de décanter tout ça, de convoquer la personne concernée et les collègues qui ont témoigné des propos qui ont pu être tenus. Pardon, Denis Jacob, mais pour être bien clair, la faute à qui alors ? Eh bien, je pense qu'il y a une responsabilité de certaines autorités qui n'ont pas pris la mesure de la gravité de ce que certains de nos collègues ont pu rapporter. Est-ce qu'ensuite il y a eu des pressions, la crainte, certaines autorités, vous parlez de qui ? Du ministre de l'Intérieur ou du ministère de l'Intérieur plutôt ? Non, je pense tout d'abord aux autorités qui dirigent cette direction, les autorités de l'époque. Quand on a des fonctionnaires qui témoignent de faits, quand bien même ils ne le rapportent pas par écrit, au regard de la gravité des propos tenus, ces autorités de l'époque auraient dû prendre la mesure de la gravité des propos qui ont été tenus et de rencontrer cette personne et les collègues qui ont témoigné et puis de rendre compte au niveau supérieur, c'est-à-dire à la DRH, au préfet de police, voire au ministre de l'Intérieur de l'époque, eh bien pour faire le point de cette situation et prendre peut-être les mesures qui s'imposaient à l'époque. Donc ce sont les responsables de la DRPP, si je vous comprends bien, qui est la direction du renseignement de la préfecture de police. Eh bien, à minima. Alors, on peut après considérer qu'il y a eu peut-être une crainte, une pression de la part de nos collègues pour ne pas écrire, parce qu'effectivement, eh bien, ça les met en porte-à-faux vis-à-vis des faits qu'ils rapportent, et qu'ils ont peut-être eu peur aussi d'avoir des récriminations de leurs autorités. Et donc, je rappelle qu'on est à la DRPP, qu'on est dans une direction du renseignement où tout reste en interne, rien ne sort, et que peut-être il y a eu cette crainte d'avoir des récriminations derrière de certaines autorités d'avoir rapporté ces faits. Donc ils ne l'ont pas écrit, mais néanmoins, le simple fait qu'on ait plusieurs policiers qui rapportent des propos identiques par rapport à un événement grave qu'a été les attentats de Charlie Hebdo, les autorités auraient dû d'initiative se saisir de ce problème et essayer de le régler comme il doit être réglé. Une personne radicalisée dans un service de renseignement, ça pose quand même des problèmes. C'est un peu étonnant de vous entendre dire, Denis Jacob, que dans un service comme celui de la DRPP, c'est en quelque sorte la peur qui règne. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est la peur, mais vous savez, dans l'administration, et pas seulement à la direction du renseignement, mais d'une manière générale, rendre compte par écrit vis-à-vis d'un comportement d'un autre collègue, voilà, c'est jamais bien perçu et on a toujours la crainte d'avoir derrière une pression hiérarchique, une mise au banc qui fait qu'on préfère le dire, mais pas forcément l'écrire. Denis Jacob, une dernière petite question. Christophe Castaner parle de failles donc dans cette affaire. Comment faire face à ces failles selon vous ? Écoutez, je suis pas spécialiste de la lutte contre la radicalisation, mais je pense qu'il faut réviser très sérieusement le suivi des personnes radicalisées dans la police nationale. Mais je vais aller beaucoup plus loin, d'une manière générale, dans la fonction publique. Et il y a 3 fonctions publiques, d'État, territoriale et hospitalière. On sait qu'il y a des personnes radicalisées au sein des administrations, et je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à la création d'un service ou d'une cellule interministérielle chargée spécifiquement de suivre ces personnes radicalisées plutôt que de laisser ce suivi à chaque administration concernée. Merci Denis Jacob d'avoir répondu en direct ce matin à nos questions dans le live BFM. Mélanie Vecchio, l'autre volet de cette histoire concerne la femme de l'assaillant. Elle a été placée en garde à vue, interrogée pendant de très longues heures, puis relâchée. Pourquoi ?
Parce que les enquêteurs, en fait, voulaient savoir si elle était impliquée, de près ou de loin, dans les projets de son mari. Alors, à ce stade, la réponse est non. Rien ne permet de le dire. En tout cas, mercredi, dans la nuit, son époux, elle le dit en garde à vue, son époux va tenir des propos incohérents. Il aurait déliré, selon elle. Jeudi matin, elle va s'inquiéter. Les deux époux vont s'envoyer 33 SMS. Lui va tenir des propos exclusivement religieux, mais à aucun moment il n'est explicite sur ce qu'il va faire. Sa femme même pense qu'il envisage de se suicider. Elle va tenter de le joindre à plusieurs reprises. En vain, les enquêteurs ont donc estimé qu'à ce stade, aucune charge ne pouvait être retenue contre elle, mais ils peuvent décider de l'interroger de nouveau. Merci Mélanie pour toutes ces précisions.